Bonjour à tous. Je suis extrêmement émue et contente d'être là. Merci infiniment de l'invitation. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi au message que j'avais envie de vous faire passer et j'ai décidé de vous raconter 3 histoires avec une conclusion. Alors, l'histoire du monde tel qu'il est, tel qu'il va, mal peut-être, l'histoire d'une entreprise, prise au hasard et pas vraiment, et puis mon histoire à moi, qui est totalement inintéressante dans cette histoire, mais qui va servir le propos. Soyons mal polis, je commence par moi. Il y a 10 ans, je sortais de cette école, Sciences Po, avec plus de questions que de réponses. Et je pense que c'est précisément là, d'ailleurs, je pense, une des magies de Sciences Po Paris. Je cherchais le quoi. Cette école m'a permis de comprendre que ce qui m'épanouissait, c'était davantage le comment. Je voulais faire de la politique. Et après avoir traîné mes guêtres dans des cabinets ministériels, j'ai compris que ce n'est pas là que se jouait le futur du monde s'il s'y était déjà joué un jour. Je voulais être juge d'instruction ou justicier masqué d'un monde en réinvention. Je suis sortie entrepreneur. En fait, cette école, si je prends du recul sur ce que ça m'a apporté, ça m'a donné un pouvoir redoutable. Ça m'a donné les ailes de la confiance en soi, les ailes de la confiance en moi. Et je pense que ce soir, au moment où vous êtes diplômés, vous n'imaginez pas à quel point ce pouvoir magique est utile et précieux et rare, et encore plus utile, précieux et rare quand on est une femme. Quand on a ce pouvoir magique, quand on a ces ailes de la confiance en soi, alors tout devient possible. Je suis sortie de Sciences Po, j'ai enchaîné l'ESSEC pour essayer d'éprouver cette intuition d'une âme entrepreneuriale, pour essayer surtout d'éprouver mes convictions. Et j'ai eu la chance, et Sciences Po fait partie de cette chance évidemment, de mettre l'entrepreneuriat au service de mes convictions, de vivre la vie que j'avais choisie et de tenter avec beaucoup d'humilité d'impacter le monde qui est le mien, le grand luxe. C'était dit en introduction, j'enchaîne les aventures entrepreneuriales que j'essaye impactantes. Woman Up, qui est une association qui vise à mêler les sujets de genre et de génération pour réinventer le rapport au travail et en réalité la raison pour laquelle on travaille. The Boson Project, qui est une équipe pluridisciplinaire d'allumés du ciboulot, qui vise rien de moins qu'accompagner la transformation des organisations pour réinventer le capitalisme en réconciliant l'engagement et la performance, l'humanisme et le capitalisme. Et je pense que si je n'avais pas fait cette école, je n'aurais pas pu monter cette boîte. À la croisée des mondes, qui est aussi en fait finalement une émanation de mes années Sciences Po, qui est un événement civilo-militaire qui réunit des dirigeants de tous les univers pour leur faire toucher du doigt la responsabilité du chef, du commandant, du leader de demain, dans un monde à reconstruire. Et enfin, Tchatch, plus rigolo, un spectacle de free fight oratoire qui vise à démocratiser la complexité et à la rendre accessible à ceux qui en sont le plus éloignés aujourd'hui, pour faire en sorte que les citoyens, où qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, aient envie du monde de demain. Tout ça, c'est possible quand on est un petit bout de femme de 50 kilos, entouré de gens extraordinaires, mais qu'on a ce pouvoir magique des ailes de la confiance, que j'espère Sciences Po vous a donné. Parlons maintenant d'une entreprise. J'ai la chance d'être au bord d'une très grosse organisation dans le monde du bricolage. Il y a 4 ans, il y a un concurrent tonitruant qui est arrivé dans la vie de cette boîte, Amazon, avec une proposition de valeur qui est très différente des entreprises dans lesquelles peut-être vous allez travailler. Très technocentrée, très process-centrique, pas très latine, pas très européenne dans la manière dont on manage les hommes et les projets. Ultra performante, super efficace. Cette entreprise est devenue le concurrent numéro 1 de l'entreprise dont je parle. C'est une grosse boîte de 100 000 personnes présente dans des dizaines de pays, un actionnariat familial de génération en génération. On a toujours pris soin des gens, un peu trop d'ailleurs, on a du mal à prendre des décisions qui font mal.
Et là, on est face à une espèce de pas de doigt qui fonctionne en réalité à l'échelle de la société. Quel chemin prend-on quand on est actionnaire, quand on est dirigeant, quand on est collaborateur, quand on est manager, quand on est leader, ce que vous allez devenir d'une entreprise demain? On a deux options. Soit on essaye de faire la guerre avec les armes de nos concurrents, en se disant que oui, on vit dans un monde cynique, d'un capitalisme aride, où la fin justifie les moyens, ou alors on se dit qu'un autre modèle est possible, à tous les niveaux, mais dans le monde économique en particulier. Et c'est le choix qu'ils ont fait. Et moi, j'ai eu la chance immense, du haut de mes 30 balais, d'assister à une réunion complètement lunaire, où les actionnaires, les dirigeants de cette entreprise qui engage la vie de 100 000 personnes, donc de 100 000 familles, et autant de parties prenantes, de fournisseurs, de gens qui leur font confiance, qui font vivre sur le territoire. Ils ont décidé de faire la différence en mettant l'humain au cœur de leur stratégie de riposte. Et en se disant, en fait, on va nous aussi devenir une plateforme, mais une plateforme de singularité humaine. Et parce qu'on aura réussi à scaler, à passer à l'échelle, la capacité à prendre soin des hommes de dedans et des hommes de dehors, alors on deviendra absolument inconcurrençable. Parce qu'à la fin, c'est cette empreinte humaine, immatérielle, qui trouve son essence dans les humanités qui fera la différence. Quel audacieux pari quand on est à la tête d'un tel navire industriel. Et puis enfin, parlons du monde tel qu'il va ou ne va pas. Quelques chiffres que j'ai glanés sur Internet avant d'arriver. Nous sommes en train de vivre la 6e extinction massive de la planète. Cette fois-ci, l'homme en est la cause. C'est ce qu'on appelle l'extinction de l'Holocène. Selon la WWF, l'espèce humaine a annihilé 50% de la population animale depuis 1970. Il est même possible que d'ici 2048, les océans soient entièrement vides. La Terre a perdu un tiers de ses sols fertiles au cours des 40 dernières années, épuisés par les herbicides, les pesticides et l'azote. Selon un rapport de l'ONU du mois d'octobre, nous n'avons plus que 12 ans pour endiguer le changement climatique et l'empêcher d'atteindre une hausse de 1,5 degré sur la moyenne des températures mondiales, sinon les conséquences seront irréversibles. Aujourd'hui, on voit déjà commencer à apparaître des pathogènes résistants à toute forme d'antibiotiques connus. On n'a pas trouvé de solution thérapeutique à ce jour. On n'a jamais été aussi nombreux sur la planète Terre. La population mondiale a quadruplé au cours du dernier siècle. Le nombre de centenaires à travers la planète devrait se multiplier par plus de 50 au cours de notre siècle, passant de 500 000 personnes aujourd'hui à 26 millions en 2100. C'est tout un système de soins qui va devoir être mis en place pour s'occuper d'eux. Et il faudra aussi repenser évidemment la force de travail et sans doute l'immigration dans les pays développés pour permettre de soutenir la population vieillissante. 3 histoires très différentes, le point de vue d'un entrepreneur lambda, tout petit, ridicule que je suis, le point de vue d'une entreprise, de l'économie réelle, gigantesque, à l'image peut-être de celle dans laquelle vous allez travailler, qui aujourd'hui se pose des questions qui sont tout sauf philosophiques sur les choix stratégiques, les choix humains, les choix économiques à opérer, et puis un constat, celui-ci, d'un monde post-moderne, post-matérialiste, post-démocratie. Je pense que vous avez lu les dernières études sur les jeunes générations, post-vérité, post-État-nation, où 69% des plus grandes économies mondiales aujourd'hui sont des économies privées, ne sont plus des États. Un monde qui est à la fois un territoire d'angoisse et d'opportunités extraordinaires qu'il va s'agir de réinventer. À la convergence de ces 3 histoires, un seul mot s'impose, une obligation, un impératif, une injonction, une lumière dans la nuit, une réponse aux défis, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit citoyen, qu'on soit collaborateur, l'engagement. J'ai la chance, et ça a été dit, d'être officier de réserve dans la Marine nationale. C'est le lieu où j'ai trouvé la définition la plus juste de ce que s'engager veut dire, c'est donner du sens à ses valeurs au risque de perdre quelque chose. Dans la marine, on a la mort pour hypothèse de travail, ça rend l'engagement un peu plus prégnant au quotidien. Au risque de perdre quelque chose, c'est une partie très importante de la phrase. Sinon, il n'y a pas d'engagement qui vaille. Dans la vie normale, c'est pareil. Dans votre vie, c'est pareil. La grosse différence avec le monde d'hier, c'est que s'engager n'est plus une option.
Aujourd'hui, vous qui êtes diplômés ce soir, vous qui, je l'espère de tout cœur, avez ce pouvoir magique des ailes de la confiance en vous, le vous individuel et le vous collectif. Vous qui êtes le potentiel d'un mouvement, vous qui êtes des chances d'impact, des chances de changement, vous devez vous engager impérieusement à faire la différence, à créer du commun, à faire bouger les lignes où que vous soyez, à créer du mieux. Vous êtes le futur? Non, vous le portez entre vos mains. Et parce que vous portez le futur dans vos mains et que vous avez ces ailes, vous avez la responsabilité de faire bouger les lignes. Gramsci disait « Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et c'est dans le clair-obscur que surgissent les monstres. S'il vous plaît, combattez-les, engagez-vous pour de vrai, soyez vivants, soyez à la hauteur de vos ailes. » Merci.